Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis absolument navré d'avoir une voix qui ne va pas vous enthousiasmer. Ce matin, j'avais pris des pilules soi-disant extraordinaires et depuis, elles m'ont escaté complètement. Alors, je vais essayer. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ça, bon, parfait. Alors, vous savez, j'adore parler de la peinture. Après 70 ans de peinture, j'adore faire part aux autres de ce que j'ai pu découvrir très modestement. Et ce que je vais vous dire n'engage que moi, parce que chacun a ce qu'on appelle, je vais dire un mot compliqué, son Weltanschauung, ça s'appelle en allemand le concept. Mais c'est plus grave que le concept, parce que le concept, c'est rien, on a tous des concepts. C'est l'attitude devant le concept. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, si vous voulez, la psyché collective a tué l'individuation. Ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que comment, de quelle façon le public reçoit les tableaux. Eh bien, il le reçoit d'une façon, comment dirais-je, c'est un inconscient collectif. Quand on dit aux gens, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça ne favorise pas l'individuation. Alors, c'est très difficile de sortir de ça pour arriver à se faire une propre opinion sans avoir tout ce qu'on appelle les paradigmes, tous les paramètres autour qui vous ont orienté suivant le goût de certains. Alors, qu'est-ce que c'est que la peinture? Écoutez, on peut dire tout simplement, pour commencer, parce que je vais donner la parole à Jung et à Kant, mais c'est une alchimie holistique. Ça veut dire on fabrique de la vie en se servant de tout ce qui est autour, tant pour le figuratif que l'abstrait, voire le conceptuel. Autrement dit, on se sert d'éléments visuels, d'éléments intérieurs. D'ailleurs, la peinture figurative marche à 3 dimensions, hauteur, longueur, profondeur. Autrement dit, nous vivons sur l'extérieur, puisque je suis figuratif, tandis que les peintres abstraits vivent avec l'intérieur. C'est la pensée qui commande. Les deux choses sont tout à fait valables, et il serait stupide de ma part, en tant que peintre figuratif, de dire la peinture abstraite n'est pas bonne. Bien au contraire, d'ailleurs, elle s'interfère. Lorsque je fais des tableaux dans ce genre-là, comme le Christ, je le trace d'abord complètement en peinture abstraite pour avoir des éléments très forts, et avec ces éléments, je peux bâtir un tableau. Tout s'interfère. Alors, si vous voulez, d'une façon plus... On va rentrer dans le détail maintenant. Je vais parler autant d'une peinture représentative que d'une peinture pensée. Que se passe-t-il? Alors, vous voyez quelque chose qui vous plaît, et que vous regardez, vous avez d'abord une sensation. Après la sensation, vous avez la pensée. Après la pensée, vous avez le sentiment. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Et après le sentiment, vous avez l'intuition. Bon, peut-être que je vais m'en servir, mais ce n'est pas certain. Et tout ça, ça rentre dans votre moi profond. Une fois que c'est dans votre moi, il y a une fabrique qui se fait. Il y a le souvenir, après il y a ce qu'on appelle la subjectivité, qui peut être dangereuse, mais elle est là. C'est ce qui permet à l'artiste de mettre sa personnalité. La subjectivité, et si ça vous plaît, c'est l'affect qui arrive, et après l'affect, ça passe dans l'inconscient. Voici le processus de, comment dirais-je, pour commencer. On a vu quelque chose, on a compris quelque chose, on l'a mis à notre portée suivant le cheminement que je vous ai dit. C'est un cheminement très simple, la sensation, tout le monde sait ce que c'est, la pensée, mon Dieu, ce que ça me plaît, le sentiment, qu'est-ce que je peux en faire, et l'intuition, il me semble que je peux corriger ça et ça. Vous laissez tomber, vous rentrez chez vous, et vous vous asseyez dans une tasse de café, il y a un souvenir qui se fait, après le souvenir, oui, mais j'aurais préféré quand même agrandir ça, faire ça, faire un subjectivité, qui peut être bonne ou pas bonne, et puis finalement, ça me plaît, et ça va dans l'inconscient. Alors vous le prenez dans votre organigramme, vous le digérez, vous le sentez bien, et peut-être qu'un jour, vous allez le sortir. D'ailleurs, pour faire un tableau sur nature, il faut des fois 2 heures, 3 heures, mais pour un tableau pensé et construit, il faut 6 mois pour y penser, et une journée pour le faire. Alors, on va aller d'une façon différente maintenant. Vous avez la perception.
la perception. Il n'y a personne qui disait que la perception dispose de l'espace comme l'action dispose du temps. Mais ça, c'est très compliqué, mais vous percevez, vous sentez quelque chose. Après la perception, vous avez l'objectivité. Alors, avec l'objectivité, vous le regardez bien, c'est réel, vous le sentez, vous le voyez, vous le soupesez. Et vous le mettez dans votre conscient, parce que le conscient, qu'est-ce que c'est? C'est une réalité extérieure, vous êtes sur vos deux pieds, c'est l'inconscient, c'est le conscient. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, il va se passer un phénomène. Vous avez la perception qui va arriver. Et la perception, qu'est-ce que c'est? Oh, très simple. Vous rentrez chez vous, vous entendez un bruit, tout, 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 vous l'avez perçu. Mais la perception, vous vous êtes rendu compte, c'est une goutte qui tombe sur un tuyau. Ça, c'est la perception. Et alors là, vous avez ensuite la subjectivité. La subjectivité, c'est un phénomène intéressant qui vous glisse à travers tout ce que vous avez regardé en donnant votre moi, si vous avez un moi. Et cette subjectivité, il faut quand même s'en méfier. C'est, comment dirais-je, une réalité émotionnelle, la subjectivité. Et ensuite, ça passe dans l'inconscient. Alors, si vous remarquez, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? C'est une profondeur inimaginable. Jung disait qu'on connaît davantage la galaxie que l'inconscient des gens. Vous avez trois sortes d'inconscient. Vous avez l'inconscient normal que vous ne connaissez pas, qui envoie des idées dans tous les sens. Vous avez le conscient qui, des fois, vous empêche de trouver le nom de l'ami que vous présentez à quelqu'un. Vous le cherchez, vous gelez au bout des lèvres, vous ne pouvez pas le dire. Et puis, vous avez le conscient qui tombe sur l'imaginaire, l'imagination, qui est redoutable. Si l'inconscient n'a pas la solidité du conscient, ils s'interfèrent tous les deux, c'est dangereux. Donc, nous avons perception, aperception, objectif, subjectif, conscient et inconscient. Nous nous trouvons devant ce qu'on appelle une dichotomie, c'est-à-dire une lutte de tout ça. Le peintre va avoir affaire à tout ça. Alors, avec ceci, il faut qu'il trouve son équilibre. Et son équilibre dépend de deux choses. Vous aviez le philosophe Jung qui parlait de la persona et de l'individuation. La persona, qu'est-ce que c'est? On vous a dit tout petit, c'est ça. À 20 ans, c'est ça. Vous avez pris des livres de peinture, c'est ça. Vous avez vu des expositions de peinture avec des grands. Oh, mon Dieu, ce que c'est beau, c'est ça. Ça, c'est la persona. Autrement dit, c'est votre imprégnation qui, en principe, est souvent fausse. Et vous avez à côté l'individuation. L'individuation, c'est la recherche du soi qui, des fois, vous met en marge de ce que vous avez appris. Vous ne le négligez pas, mais vous êtes là et vous êtes absolument non conformiste et vous ne subissez pas les assauts de tout ce qu'on vous a raconté. Alors, donc, le peintre se trouve devant ça. Et l'équilibre, à mon avis, est absolument nécessaire. J'adore l'astrologie et je parle à l'astrologue. Tout tourne d'une façon super métronymique dans un endroit déterminé. On peut savoir exactement ce qui se passera en l'an 2080 sur une planète, ainsi que celle qui était en l'an 6000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle une vérité incontournable. Autour de ça, il y a l'esprit. Alors, je crois que, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'un peintre doit absolument s'équilibrer en fonction de son inconscient, mais en le tenant bien dans les mains, pour que la subjectivité l'emporte pas sur l'objectivité totale, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Bon. Alors, que se passe-t-il? Prenez le cas de l'aquarelle, par exemple, le cas précis. Vous faites une aquarelle, alors vous êtes enthousiasmé. Alors, l'enthousiasme fait appel à votre inconscient, n'est-ce pas? Vous prenez des papiers, vous y allez très très fort, et puis vous vous plantez, parce que vous n'avez pas respecté l'équilibre que vous donne le reste. Les deux, c'est la dichotomie qui est là. Vous avez le chanteur. J'ai eu la chance dans ma vie de chanter 8 ans à l'opéra, et quand il arrive une note aiguë, si vous dites qu'ils vont voir ce qu'il va voir, vous y allez et vous faites un canard. Il y a une tenue diaphragmique, il y a une respiration, et il faut le pratiquer longtemps. Donc, il y a ce qu'on appelle l'équilibre qui vous permet d'être un artiste. Vous avez également le comédien.
Je suis très amusé quand j'entends les gens dire « Oh là là, il est fort, il imite son personnage, il rentre dans son personnage. » Mais ce n'est pas vrai. Un comédien reste toujours à côté de son personnage pour contrôler sa propre personnalité. C'est la dichotomie qui revient. Exemple, si demain je vais imiter en comédie un bûcheron qui toute sa vie a fait ça, avec des bras comme ça, je ne vais pas me tenir comme je me tiens maintenant, je ne parlerai pas de la même façon, j'aurai des mouvements différents. Ces mouvements, je vais les contrôler pour rester dans le personnage. Donc, nous nous trouvons devant ce choix à faire entre l'équilibre réel et ce que demande l'inconscient d'assez extraordinaire. Le peintre a donc ces deux tendances. Ça, c'est la question de la mise en place. Maintenant, il y a plusieurs modes d'expression. Et là, on va s'étendre un peu. Vous avez d'abord le figuratif, l'impressionnisme, le cubisme, le dadaïsme, le fauvisme, l'abstrait, le conceptuel, il y a tout. Tout est là. Alors, au milieu de tout ça, je vais choisir quelques exemples, on va en parler. Je vais commencer par le figuratif. Pour le figuratif, bien entendu, personnellement, je suis un ancien scout, j'adore les petites fleurs, être dans la campagne, pour ça, ça ne peut pas me l'enlever, c'est mon individuation. Tout ce qu'on peut dire à côté ne m'intéresse pas, ça m'intéresse, mais je suis toujours ramené à des choses qui me plaisent. Il faut être sincère avec soi-même. Donc, le figuratif, il faut bien faire attention à ce qui vous entoure. Vous avez, par exemple, dans le figuratif, vous avez des formes qu'il ne faut pas déplacer. Je vous expliquerai mieux ça tout à l'heure, ce sera le sujet. Et il faut bien réfléchir. Et contre le figuratif, il y a ceci. D'abord, il y en a qui prennent des photos. Prendre des photos. La photo est intéressante, mais il faut la prendre avec un objectif spécial, un objectif au moins de 80 en distance focale. Parce que, je vous parlerai de ça tout à l'heure, ce qui se passe quand on voit quelque chose. Alors, le figuratif vous permet de reproduire ce que vous voyez, en y apportant peut-être quelque chose, ou peut-être pas. Ça dépend de ce qu'on avait dit, de la personne, de votre individuation, pardon. Mais, je me rappelle un homme charmant qui me dit, Monsieur Frisa, comment se fait-il qu'à l'époque actuelle, à l'époque de la photo, vous permettez de faire encore des tableaux représentatifs? Je m'en rappelle lui avoir répondu, j'étais un colonel, je crois, un colonel, c'était la même chose que celui qui va escalader le Mont Blanc alors qu'il a un hélicoptère pour le faire immédiatement. Autrement dit, j'ai des réponses idiotes à des sujets idiots. Et alors, la photo, il me dit, mais la photo, ça n'existe pas, la photo. Vous allez voir où je veux en venir. La photo représente l'instant présent. Or, le présent n'existe pas. Le présent n'existe qu'en fonction du passé et de l'avenir. Le présent lui-même est indéfinissable. Donc, quand on prend une photo, on triche avec la vie. Vous figez dans un moment déterminé quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. Mais c'est faux. Tandis que vous vous imprégnez pas de ce que vous avez vu. Tiens, ça me plaît, paf, non, ça c'est mortel. Alors que si vous prenez une toile, si vous prenez un grand carton, si vous le dessinez, vous l'assimilez, vous restez dans le présent, mais un présent avec des bornes. Vous avez fait ça pendant une demi-heure, une heure, vous avez pu assimiler ce que vous voyez. Exemple, une fois je peignais avec des élèves, et il y avait un arbre bizarre qui avait poussé comme ça. Bon, mais c'est pas compliqué. Sur un chemin, un arbre qui pousse comme ça, c'est qu'il y a une ferme à 1 kilomètre derrière, et quand il passe avec le tracteur tous les jours, le chêne, tout, il évite ça. Il faut le vivre. Il faut vivre ce que l'on voit. On en parlera mieux tout à l'heure. Alors, que voulez-vous? Quand on voit des peintres comme Monet, Sisley, Pissarro, les peintres de Marseille, Olive maintenant, c'est absolument prodigieux. Ce sont des gens qui ont eu, grâce au type de peinture, d'ailleurs les impressionnistes, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires. C'est absolument fantastique. Alors, le figuratif a sa valeur, comme le reste d'ailleurs. Alors, l'impressionnisme. Alors, l'impressionnisme, c'est formidable, c'est ce qu'on appelle la beauté du non terminé, qui laisse à la personne la possibilité de continuer le sujet, qui amène la vérité par petites touches. C'est absolument extraordinaire. Et on a dit que
l'art est à l'homme ce que la nature est à Dieu. Oui, quand on peint en impressionniste sur nature, on est près du ciel. Et quand on a le chevalet qui est dressé, que l'on voit tout le reste, le temps n'existe plus. On reste 1 heure, 2 heures, tiens, c'est passé à une vitesse grand V. Alors maintenant, vous avez le fauvisme. Je parlerai du fauvisme, parce qu'il faut me parler de quelque chose. Ça m'avait quand même fait quelque chose. Le fauvisme, qu'est-ce que c'est? C'est du rouge, du vert, du blanc, c'est ce qu'on appelle une anarchie colorée très puissante. C'est l'opposition des contraires, c'est une hypnose chromatique. Bon. Et alors, je me dis quand même, que se passe-t-il là-dedans? Et j'avais été invité à l'exposition de Manguin, qui est un grand fauve, qui est mort, en Arles, dans une galerie où j'exposais avec mon galeriste. Et ils avaient retracé la vie de Manguin par année. Alors, il y avait une 50aine d'étoiles. À ma gauche, il y avait 18-20 ans. Et ça se terminait à sa mort. Alors, bien entendu, Manguin, c'était quelque chose à regarder. J'ai analysé tous les tableaux et j'ai fait une découverte qui m'a laissé quand même... Au début, il était fauve. Et à la fin, il était classique. Donc, il a appris à peindre. Parce que j'ai ramené ça. Depuis 75, je donne des cours de peinture. Et je peux dire quelque chose qui rappelle ça. Il y en a qui arrivent directement à un sujet. C'est très bien. C'est pas parfait, ça fait le temps pour que ça soit parfait. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Mais il y en a qui n'y arriveront jamais. Et qui restent à un donné et qui, par recueil, diront, moi je le sens comme ça. Non, faux. Dites, vous n'y arrivez pas. Comme quelqu'un qui me dit, je ne le sens pas. Non, c'est pas vrai. Je n'y arrive pas. Il faut quand même voir les choses en face. Alors, je me suis dit quand même, Manguin. Alors, j'ai fait une espèce de réflexion. Toutes les tendances, les grandes tendances qu'on voit en peinture, me plairaient énormément et je leur donnerais quand même satisfait si jamais c'était quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens disait un jour, ah non, ce que je fais, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ça. Avec sincérité, je veux faire des ronds, des points, des carrés, des oppositions. Moi, je suis d'accord. Quelqu'un qui ne connaît pas son métier et qui reçoit de l'inconscient une sorte de pulsion pour faire n'importe quoi, moi, je suis pas d'accord. Autrement dit, il faut qu'il y ait derrière la connaissance et la force. Dans tous les arts, si vous n'avez pas la comédie, le chant, la sculpture, la peinture, le judo, le saut hauteur, la course à pied. Si vous n'avez pas le travail derrière, vous ne faites rien. J'ai un ami qui faisait je parlerai tout à l'heure, le cubisme. Alors le cubisme, c'est magnifique, c'est la simplification des masses. Alors nous, peintres, même peintres figuratifs, on trouve ça extraordinaire. On a les impressionnistes qui nous disent attention, n'en mettez pas trop. Il y a les cubistes qui nous disent simplifier, c'est magnifique. On vit à une époque où vraiment on peut faire quelque chose. Il faut purger. Le surréalisme. Alors le surréalisme, Dali, par exemple, on va le citer, c'est assez extraordinaire. Là, le dessin est fouillé, il va très loin. Et alors c'est très amusant. Un tableau impressionniste, on laisse au public la possibilité de continuer le tableau par la pensée, alors que dans le surréalisme, on lui demande de trouver l'idée qu'il y a dans le tableau. C'est deux cheminements différents, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, une toute petite histoire, j'avais été convié à Aix, à une grande exposition, et j'ai pas voulu, pourquoi? Poussé par l'instinct, j'ai pas voulu. Il y avait des grands professionnels, des gens de haut niveau, j'étais invité, mais je n'ai pas participé. Bien m'en a pris. C'était un piège. C'était un château très très beau, et au fond il y avait un grand rideau qui avait 3-4 mètres en velours. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors les peintres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme moi, ils ont porté des petits tableaux comme ça, des petits trucs, quoi, hein, parce qu'on peut en porter de grands si on veut. Et tout à coup, la dame charmante, à l'apéritif, a ouvert le rideau, et c'était la pêche au thon de Salvador Dali. Tous les peintres là étaient foutus. C'était fantastique. Il y avait le sang qui coulait presque dans la pièce, les types pleins de sueur qui tiraient des poissons. Il avait fait un tableau hyper réaliste, surnaturel, fantastique. Ça a été un piège terrible parce que plus personne ne regardait les tableaux à côté, évidemment. Mais donc, là, il n'avait pas à chercher l'idée, il n'avait qu'à regarder ce qu'il en avait sous les yeux. Donc, M. Dali, d'ailleurs, quand il pense que le chantre du monde a dans une citrouille à Montpellier, il n'avait pas besoin de ça, mais le talent qu'il a.
d'un talent extraordinaire, et il aurait pu faire ça. Alors maintenant, nous prenons l'abstrait. Alors on peut dire de l'abstrait que c'est le figuratif de l'inconscient. Figuratif de l'inconscient, la psyché de l'inconscient, c'est une force indispensable. Indispensable. Pourquoi? Vous dites le chiffre 7. Mais ça n'arrive à rien. Si vous dites 7 pierres, vous avez réuni le figuratif et l'abstrait. Autrement dit, vous avez réuni les choses. Donc c'est absolument extraordinaire l'abstrait. J'ai un ami qui faisait partie de ce qu'on appelle les musicalistes. Les musicalistes ont fait un triomphe dans les années 37, 38, 39. Ils vendaient très cher leur toile, ça se vendait à cette époque. Et il fait des tout petits carrés dans le genre de Seurat, et une symphonie terrible. Assis sur ce fond noir avec ces petits points qui bougeaient, vous entendiez la musique. C'est absolument extraordinaire. Donc c'est un peintre abstrait de haut niveau. J'en ai connu qui avait un graphisme extraordinaire, arrivé à vous sortir les tripes. Ça, il existe des peintres abstraits absolument fantastiques. Hein. Bon. Mais attention, ça peut être infernal. Et comme disait Nietzsche, c'est l'acceptation de tout, c'est le nihilisme. On peut tomber vite en enfer, dans le moche, dans le dégueulasse, dans l'idiot, dans le sublime infernal, on peut dire. Et alors, j'en veux que la preuve de M. Seurat. Seurat était mon ami, si vous m'entendez, et mon ami, c'est l'arrière-petit-fils de Seurat, c'est un des plus grands critiques d'art international, qui m'a raconté une histoire lamentable. Il avait été délégué par la France au Japon pour assister à la mise en place de 3 salles au Japon. Alors, il m'a dit, dans la première salle, il avait des impressionnistes, des classiques mélangés, tout très bien. Dans la deuxième salle, il y avait quelques abstraits de valeur et tout, c'est tout très bien. Et les Japonais avaient moult courbettes, ils ont dit, vous allez voir la troisième, ce que vous allez voir. Et quand il a ouvert la porte, il a vu des morceaux de poulet jetés, des vélos cassés, des trucs dans ce genre. Et il a eu la malheureuse idée de dire, ah, vous n'avez pas fait le ménage. Et ça a valu des affaires diplomatiques avec la France, parce qu'ils ont été horrifiés, on dit, mais c'est un des plus grands conceptualistes actuels. Vous ne comprenez pas, mais là, il n'y a rien à comprendre, c'est ce qu'on appelle de la fumisseur. Quand vous avez un bidet qui vaut 12 briques, excusez-moi, dans le symbolisme du bidet, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais c'est pas marrant du tout. Alors, donc, il faut faire attention, parce que, vous voyez, en se lançant dans ce que je viens de dire, on peut reprendre la phrase de Nietzsche encore qui dit « son âme sera morte avant son corps ». C'est redoutable, vous savez, ça ne vous loupe pas. J'ai été invité une fois à manger chez un homme charmant qui faisait de la peinture, de la peinture abstraite, mais un peu morbide. Il m'avait invité à manger, je n'ai rien pu avaler. J'avais ça en face de moi qui dégageait des ondes, c'est incroyable. J'ai juste du plaisir avec un truc pareil. Alors, maintenant, parlons de la création. Alors là, écoutez, la création, très simplement, il y en a qu'un qui peut créer, c'est Dieu. Bon, très simple. Hein. Les plus grands savants actuels savent comment fonctionne une fourmi, mais ils ne sont jamais capables d'en faire une. Encore que maintenant, par exemple, on va faire des robots extraordinaires. Mais la création, c'est un mot qui ne veut rien dire. Il y a des gens qui vous disent, monsieur, vous ne créez pas, vous recopiez. Mais écoutez, Delacroix disait, une dynamique picturale voulue permettant de développer le positif et non une association quelconque pour une fantaisie hasardeuse. Parce que si je fais ça, aujourd'hui nous sommes le 15, à 6h15, c'est une création. Ça ne s'est jamais fait dans le monde entier. Donc, partant de ça, je vous laisse penser ce que ça peut être. Alors, il est évident que la création, vous savez, le grand concertiste, il va pas c'est un art majeur quand même, on va dire que c'est un art mineur, le concertiste, il va vivre avec le créateur qui a fait le symphonie. Vous avez l'interprétation, c'est toujours une création. Il faut, écoutez, vous savez, en plaisantant, on se dit, il n'y a que Dieu qui crée. Mais si vous reproduisez ce que Dieu a fait, ben vous êtes un demi-dieu, si vous le faites bien. Donc, il faut se dire que la création est un mot derrière laquelle beaucoup de gens se cachent en disant, oh, c'est pas un peintre,
il copie, nous, on fait de la création. C'est rigolé. Quelle création! À se taper derrière par terre, des fois, de voir des trucs, soi-disant une création. Oui, il y a des créations très belles, mais toutes les créations, si c'est bien. Si c'est bien. J'ai vu une exposition où il y avait, c'est un affichiste d'ailleurs, qui a réussi en peinture, qui avait fait un homme qui sautait une barrière, mais c'était symbolique. Il y avait des taches derrière, le saut de la vie, c'était extraordinaire. Il avait mis le figuratif et l'abstrait ensemble, c'était remarquable. Donc tout est remarquable quand c'est bien fait. C'est ce qu'on appelle choc qu'un tableau, une sculpture peut avoir sur vous. C'est l'artefact. Alors, n'est-ce pas, en même temps qu'il crée l'homme, en même temps qu'il crée une image de ce qu'il voit, ben, il se valorise lui-même. Autrement dit, il tend vers le mieux. Alors, la sincérité. La sincérité, c'est très difficile d'être sincère actuellement, parce que vous avez tellement de modes autour de vous, vous êtes tellement influencés. À Draguignan, il y avait un grand sculpteur qui s'appelait Descamps, sculpteur international. Eh bien, moi j'étais petit peintre à Lyon, j'avais 20 ans, il me disait, mais pourquoi vous ne cernez pas vos trucs comme du charbon, comme fait grand-mère? J'ai dit, si grand monsieur me dit ça, je vais essayer. Alors, j'avais fait une petite toile, j'ai mis du charbon autour, j'ai dit, mais c'est con ce truc, c'est minable. Alors, mais il me dit, oui, mais chez grand-mère c'est bien. C'est bien parce que c'est la persona qui fonctionne. On lui a dit que c'était bien. Mais c'était dégueulasse. Hein? C'est comme quand vous avez, par exemple, madame, je suis méchant, madame Chirac, qui passe devant un tableau entièrement noir, c'est liquide, soulage, entièrement noir. C'est son droit, on peut dire ça me plaît, c'est son droit. Mais qu'elle dise à haute voix, il me semble voir que l'église de Paris derrière, elle doit avoir un problème de retournage. Non, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez sur moi? J'ai été invité une fois à manger chez une dame. Alors écoutez, c'était du comique. Un repas, oh là, pas vrai. Bah ouais, j'étais une toile, j'étais content. Alors, elle me montre de 2 mètres sur 3 une peinture noire sur laquelle il y avait marqué I love you. J'ai compris de qui c'était, c'est belle. Et elle avait payé ça 15 euros et demi. Il y a à peu près une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas. Moi, je vais faire un repas délicieux. Si je ne suis pas d'accord, je vais me conduire d'une façon grossière. Et si je suis. Elle me dit, monsieur, pas entre nous, allez-y. Bon, voilà. Alors, vous avez 2 teintes. Vous avez le blanc et le noir. Le blanc et le noir, c'est le coloris des orques. Autrement dit, c'est un prédateur. Mais ce prédateur a regretté sa position de prédateur parce qu'il a marqué I love you. Elle me dit, écrivez-moi ça. Je dis, non, elle me dit, en peintre. Je dis, c'est de la merde, votre truc. C'est tout. I love you écrit sur un tableau. Et à Draguignan, un maire, je ne sais pas lequel, s'est fâché avec des peintres. Je ne sais pas si c'est pas roumain ou autrichien, pas. Oui, mais écoutez, non, je ne dirais pas. Il m'avait appelé, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, vous êtes fous. Mais il m'a dit, c'est bien ce que je pense, il ne les a pas voulu. Ils avaient mis des cadres sur lesquels ils nous insultaient. Et moi, je vais à une exposition, je rentre et je vois marqué sur une toile blanche, je vous emmerde. Je dis, quel est le peintre? C'est celui-là, je vous fais une tarte sur la gueule. Vous voyez, il ne faut quand même pas se laisser faire. Alors, la sincérité, si on arrive à sortir des dispositions germinatives de ce que je viens de dire, c'est ou le charisme ou la malédiction. On paye très cher, vous savez, de la peinture. On est venu sur Terre avec une énergie qu'on va dire coefficient 100. Si vous êtes peintre, vraiment, si vous faites que ça, vous prenez 70% de cette force pour votre peinture ou pour votre création, pour votre... Et il vous en reste peu. Donc vous allez être compagnon, des fois, de mauvais caractère, avec les amis, vous ne serez pas compris. C'est pour ça que les peintres ont des fois des positions très délicates et ils ne sont pas, comme on dit, bonbons, quoi. Hein. Bon. Alors, il y a le danger d'imitation. Bon, l'imitation, on est obligé de tous imiter. Quelqu'un qui veut apprendre la peinture est obligé d'apprendre à faire une pomme et puis après un paysage, une maille et tout. Mais après, quand il aura manœuvré tout ça, en quelque temps. Parce que vous savez, un simple chiffre, j'ai commencé l'aquarelle avant de
avec M. Honora dans les années 41-42, on faisait 300 aquarelles dans l'année. Et il m'avait donné des conseils extraordinaires sur des petits papiers comme ça, en me disant cherche pas à mettre l'eau qu'il faut, reproduis ce que tu vois. Ça, c'était extraordinaire, comme ça. Alors, je voudrais vous lire un tout petit poème que j'avais déjà lu, qui est magnifique, et qui va associer l'abstrait et le figuratif. C'est un poème de Ozuki, qui dit ceci, sur une gamme chromatique. C'est sur Venise. Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselant, la Vénus de l'Adriatique sort de l'eau, son corps rose et blanc. Les dômes, sur l'azur des ondes, suivant les formes, au pur contour, s'enflent comme des gorges rondes que soulève un soupir d'amour. Ça, c'est l'abstrait. L'esquif aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rôde, sur les marches de l'escalier. Dans ce poème, il a mis tout ce qu'en peinture donc vraiment. Il a vu dans les dômes des saintes femmes. Une belle femme qui doit se promener à cet endroit, il les regardait, il associe avec les dômes, et malgré tout, il a goûté le charme et la beauté de l'esquif qui arrive d'une façon régulière près d'un escalier. Alors, j'aimais ce poème pour la raison suivante, c'est qu'il traduit ce que les peintres devaient avoir toujours en mémoire. Il y a toujours un symbolisme dans le tableau. Toujours, toujours. Vous savez, quand j'ai fait les coques du Verdon, je les ai fait, je suis sincère, parce que je les ai faites à la nage très souvent, comme ça me plaît, c'est le restant de ma jeunesse, j'adore ça. Mais vous avez un symbolisme fou là-dedans. Ce petit cabanon, par exemple, montre la faiblesse humaine par rapport au reste. Tout est signalé. Ça, c'est autre chose. C'est là-dedans, parce que... Mais le symbolisme, il est partout. Je me rappelle une fois, rentrant de Limoges, avec mon père, arrivé sur un pont, je lui dis « Arrête-toi ». Il s'arrête. Il y avait un champ avec des fleurs jaunes, il y avait un chemin sinueux, des arbres en perspective et un ciel qui descendait comme ça. J'avais devant moi l'image de la vie, complètement. Avec les difficultés qu'on rencontre, avec la beauté qui vous attend, la laideur aussi, et les difficultés. Il y a des paysages qui sont bâtis exprès pour vous. Donc il faut les saisir. Alors, maintenant, parlons du tableau par lui-même, ou même de sculpture. Dans tous les tableaux, ça obéit à trois choses. L'arabesque, le chromatisme et la sincérité. Alors, l'arabesque, tout le monde le sait, c'est la touche. C'est ce qui va du cerveau à la toile, par le truchement, toute la réflexion dont on a parlé au début. Ça, c'est tout à fait simple. C'est une structure, un impact. Et le chromatisme, c'est la chaleur. Alors, il faut dire deux choses qui se passent en peinture. L'œil est traître. L'arabesque, c'est le dessin. L'œil, lui, il n'est pas sympa. Si vous faites une chapelle qui est à 50 mètres, qui est à 500 mètres, vous allez la dessiner à 50 mètres. L'œil rapproche, il fait zoom. Et pour le chromatisme, la chaleur, l'intensité, c'est la même chose. Lorsque c'est sombre, l'œil est éclairci, et lorsque c'est clair, l'œil assombri. Autrement dit, vous avez des fois une image négative de ce que vous voyez, elle n'est pas juste. Mais dans le chromatisme, ce qu'il faut absolument respecter, ce sont les couleurs qui s'adaptent ou ne s'adaptent pas. Ce qu'on appelle des complémentaires, qui sont très faciles à comprendre, des complémentaires. Vous avez par exemple un bouquet de fleurs, fleurs rouges, des coquelicots. Celles qui passent à l'ombre, elles ne sont pas rouges foncées, elles sont rouges avec du vert, pour casser le chromatisme. À ce moment, ça tourne. C'est une question technique, bien entendu. La sincérité, ça, la sincérité, on en a parlé, c'est le holisme, ce personnel. Il faut arriver à comprendre que tout est lié complètement, absolument tout. Si vous faites des nuages qui sont dans ce sens, des arbres plis dans le même sens, il faut tout comprendre. D'ailleurs, quand vous arrivez sur nature, c'est tout à fait simple. Vous avez toutes les obliquités qui sont ce que la géologie a posé. Et vous avez
toutes les verticalités, c'est ce qui a poussé dessus, ou ce que l'homme a bâti. Déjà, vous avez une optique, vous avez une vérité qui est devant vous incontournable. Et puis les arbres, vous savez ce qu'ils font? Ils obéissent à deux tendances, géotropisme, phototropisme. Ils tombent, attraction terrestre, mais ils se relèvent du bout, photosynthèse. Autrement dit, quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur nature, je le vois tout de suite. Parce que ces arbres ne sont pas faits de la même façon. Ils sont faits comme ça, alors qu'on doit peindre dans le sens où ils poussent, et on observe en regardant l'arbre ce mouvement de relever vers le ciel. Donc, en paysage de la nature, il faut faire très attention. La nature morte. Dans la nature morte, ben vous savez, la nature morte, comme dit le nom, c'est un nom impropre, parce qu'il n'y a rien de mort. Je me rappelle un élève qui m'a dit on fait encore des oranges. Il ne se rend pas compte, mais c'est une merveille, une orange. Ça a la forme de la terre, ça pousse, on ne sait pas comment, ça vient de n'importe quoi. Ce sont des miracles quotidiens. Alors, une nature morte peut être intéressante parce qu'elle ne raconte pas forcément une histoire, mais par le chromatisme, par la position des masses, on rejoint l'abstrait. Alors, au lieu de faire simplement des traits, des ronds, des points, eh bien, on valorise un sujet, on cherche le rendu et la forme. Donc, nature morte est tout à fait valable. On poursuit les lignes. Alors, vous savez, vous avez beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait de la peinture moderne en poursuivant les lignes. C'est assez fréquent. Ils font une nature morte et, partant de chaque moment, ils tirent des traits pour arriver à une sorte de verticalité ou d'horizontalité. Et chaque fois qu'un trait croise l'autre, il y a ce qu'on appelle une diminution d'intensité. Lorsqu'on veut simplement marquer une idée, vous l'avez là, par exemple, vous avez ici un rayon qui passe en deux sur la figure et qui change de coloris. Ça, c'est très mince. C'est tout petit, à peine visible, alors que vous pouvez le faire d'une façon complète en nature morte, et ça fait beaucoup d'effets. Mais c'est un truc. Et M. Cavalier de Draguignan, qui était sociétaire des artistes français hors concours, extraordinaire, et qui s'est cassé la figure à cause de son fils qui était polytechnicien. Parce que son fils disait, à Paris, on fait plus que tu fais, alors que de vous à moi, il valait Cézanne, largement. Un type extraordinaire. Et M. Camus disait, Jean Frisard, il avait 40 ans plus que moi, lorsque vous trouvez un truc, fuyez-le, parce que c'est lui qui vous tuera. Alors les portraits. C'est toujours pareil. Les gens qui n'arrivent pas à peindre, ils font des portraits quelconques et ils disent « j'ai essayé d'attraper le caractère ». Et c'est pour rire. Le caractère, ça se voit quoi? Quand vous avez quelqu'un en face de vous, d'abord, il faut savoir si la personne, elle est émotif, actif, primaire, inémotif, actif, secondaire et tout. Vous savez, déjà, sa caractérologie, au mouvement, vous la voyez. Et ça se traduit sur le visage par une commission aux lèvres, par un froncement de sourcils. Parce que le plus dur en peinture, ce ne sont pas les yeux, c'est la commission des lèvres. C'est là que ça se passe. C'est le verbe. Donc, il faut peindre d'une façon très technique si on veut faire un portrait quelconque. On peut derrière mettre n'importe quoi de valorisant. Par exemple, si vous faites un portrait d'enfant jeune, avec la police, vous pouvez très bien faire un fond granulé pour valoriser le bébé. Si vous faites un homme âgé, vous pouvez faire le contraire au fond. Donc c'est une question de réflexion. Alors, ce qui est très intéressant en peinture, mais ce qui ne rapporte pas grand-chose, c'est les scènes de composition. Ou alors, les scènes de composition, tout à l'heure je vous en parlerai, il faut faire actuellement du morbide. C'est ça qui marche. Vous voyez, je me rappelle, on en parlera tout à l'heure dans le marché de la peinture, c'est absolument l'horreur. Je l'ai senti cette horreur déjà quand je chantais à Paris en 1951. On chantait, on disait, vous ne pouvez pas avoir un petit accent argentin? Pourquoi? Je ne suis pas argentin, je suis français. Non, il fallait un accent argentin. Bon. Là, en peinture, c'est pareil. Si vous exposez le morbide, ça marche. Alors, je me rappelle, un jour, mes élèves m'ont dit, mais écoutez, M. Frisard, mais j'ai dit, notre inconscient, il peut nous imaginer n'importe quoi. Allez, on va préparer 40 tableaux pour Paris, c'est vous qui allez me les vendre là-haut. Je vais faire un cercueil qui s'ouvre, un bras décharné qui passe dessus avec des doigts de squelette, et une femme très âgée qui relève sa robe qui s'enfile dessus. Si je fais 40 tableaux comme ça, tout le monde va en parler. Il y a un fou qui a fait ça. Mais
je suis irresponsable vis-à-vis des gens qui m'entourent, vis-à-vis de la vie par elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis servi d'un talent, s'il y en a un, pour arriver à choquer les gens. Mais c'est ce qu'on fait à Paris. Si vous présentez des tableaux figuratifs, si vous l'avez vendu, je suppose, à Paris, où il y a Jeanne d'Arc place, on en vend, mais enfin, pas comme avant. Mais des grands machins, vous dites, il nous faut des trucs absolument ahurissants. C'est impensable. Pourquoi alors, quand vous sortez de là, il y a un homme qui habite pas loin d'ici qui fait des trucs coupés en morceaux. Écoutez, dans la peinture conceptuelle, c'est Bernard-Henri Lévy, paix à son âme, il est pas mort, mais enfin il a mieux valu, qui est le président des peintres, pas des peintres, de l'art conceptuel à Venise. Et le premier prix, c'est 3 tubes en verre avec une vache coupée en morceaux. Bon. J'avoue que c'est surprenant. Coupé en morceaux. Et à ce moment-là, si vous permettez que je vais vous glisser une petite histoire qui est quand même savoureuse. J'avais écrit à Paris et j'avais envoyé bêtement une fin du monde en photographie 4 fois comme ça là-bas. Je ne dis pas que c'était beau, mais enfin je m'étais documenté. Ça tenait la route quand même, j'avais des références derrière. Bon. Ah, ils m'ont dit, oh, non, on ne peut pas vous prendre parce que ça s'est déjà fait. Ah, évidemment. Quand j'ai chez les chanteurs que je chantais la Tosca, mon collègue le chantait aussi. Et pourtant, on n'avait pas la même voix. On était perdus. Bon. Alors, j'ai rien dit, ne pas être pris, ça ne prouve rien. Mais la même année, et ça je vous jure que je ne vous mens pas, ils ont pris le grec qui a envoyé 30 pots de confiture dans lesquels il y avait sa merde de chaque jour. Alors, je ne trouve pas de mots dans le dictionnaire pour vous dire ce que je pense de ça. C'est pas possible. On a envie de faire le tour de la salle, on se la prend derrière sans arrêt en disant mais on joue à quoi? Vous voyez, alors, marché de la peinture. Alors c'est une pandémie. C'est lamentable. C'est lamentable. La dernière chose, quand vous avez M. Hollande, qui a serré la main à M. Buren tout à l'heure en l'embrassant. Qu'est-ce qu'il voulait? Une colonne dans son jardin? Je vais vous dire une chose, avant de commencer là-dessus. Quand vous ouvrez la télévision le soir, est-ce que vous voyez un peintre qui va vous présenter un truc comme ça, avec des références derrière? Allô? Jamais je l'ai vu, moi, la télévision. Jamais. J'ai vu une mémé complètement inouïe qui fait des petits trucs comme ça en disant c'est des fleurs. Elle était femme de ménage et brutalement elle était découverte par M. Dupont, et puis ils font ça, puis ça marche. C'est l'horreur. On voit une fillette de 9 ans, c'est le Mozart de la peinture, qui prend un balai comme ça, qui brasse une toile comme ça, et qui jette comme ça de tout. Mais nous sommes plein de rigolade. C'est absolument éblouissant. Alors, le marché de la peinture, il n'est pas bon. Ça a commencé en 1960. En 1960, déjà, quand vous alliez dans des très grandes galeries, j'en ai fait, là, il y en a de très grandes, je ne parle pas de toutes, hein. Il y en a quand même qui peignent des peintres de côté, mais qui vont. Eh bien, on demandait du sensationnel, du truc ahurissant, on demandait du morbide. Mais je n'étais pas encore. Alors, en 1990, c'est l'effondrement total du marché de l'art. Il y a 200 galeries fermées à Paris sur 400. Et alors, ce qui reste, c'est une espèce de petite mafia qui ont fait une monnaie qui a été admise par tous, et ils se vendent entre eux des toiles, des choses hors de prix, c'est pas des toiles maintenant. Comme vous voyez, il y en a qui mettent un drap sur le Pont Neuf, des trucs comme ça. Bon, hein. Et ce qui est grave, c'est que qu'est-ce qu'a fait l'État français? Il a appelé l'art contemporain l'art conceptuel. Autrement dit, moi qui suis vivant, je ne suis pas contemporain, je suis un ectoplasme. Vous voyez? Donc, c'est que l'art l'art conceptuel qui est reconnu comme art contemporain par l'État français, qui nous doit des sous. Moi, je paye à la Maison des Artistes. Normalement, si j'expose à Paris, ils peuvent m'aider, ils ont un budget pour ça, pour
tel peintre qui a les références voulues. Ah non, non, on ne touche rien. On n'a aucune phrase de consécration. On est absent des médias. D'ailleurs, dernière fois que j'ai eu les médias avec moi, la télévision, c'était à la gare Freinet, j'avais une très grande galerie. Ils ont vu mes tableaux, bien pire. Ils m'ont dit, vous n'avez pas des nus un peu costauds, non? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, j'avais 3 nus, qui étaient pas mal, et tous les copains qui ont vu mes... Là, tu fais que des nus, toi? Ils ont fait que ça. Autrement dit, on recherche que le morbide. Alors, on les absorbe complètement. Les artistes vivants sont balayés. Voici le marché là. Et c'est dans tout le pays. Alors, on en revient à ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas? Au début. La persona, regardez, c'est l'inconscient collectif qui va tuer chaque personne. On donne des orientations, ce qu'on appelle des paradigmes, des orientations dont on ne sort pas, et chacun doit faire ça. Alors que je vous jure que je connais des peintres de très haut niveau, qui sont fantastiques, qui mériteraient quand même de passer une fois à la télévision. Et je vais vous raconter ça. À Béziers, il y avait une grande exposition internationale. Et à ce moment-là, moi je n'exposais pas. Le premier prix, c'était une chaise bancale coupée sur un tableau grand comme ça. Premier. Alors je demande tout de suite les organisateurs. Je leur dis tout simplement, écoutez, je m'intéresse à la peinture. Pour moi, la peinture répond à 3 critères. L'arabesque, le chromatisme, la sincérité. Ce tableau-là ne répond à aucun critère. Alors il y en a un 4e que je ne connais pas, veuillez me l'expliquer. C'était sympa. Le type des yeux comme du loup me regarde. Ah ben il me dit, mais on était plusieurs. On donnait le prix, je ne dis pas le nom. Je me demande pourquoi. Il me répond, c'est un japonais. Ah. Et je ne savais pas que le soleil levant a des marques sur les autres peintres. Et je vous dis ce que je vous dis, j'étais même méchant, j'ai parti. Mais on est en pleine rigolade. Et il y avait des peintres que je connais d'Albi, des peintres de Toulouse qui exposaient, remarquables. Tant dans l'art abstrait que dans l'art. Il y avait un noir qui faisait Venise, j'étais resté KO, extraordinaire. Il y avait des peintres de très haut niveau dont on ne parlera jamais. Et on donne le premier prix à une chaise cassée là. Ça, je comprends. Je vais toujours contre ça, mais enfin, c'est comme ça, vous voyez. Alors, nous avons la maison des artistes qui nous prennent très cher. Nous avons maintenant les galeries, ça n'existe plus pratiquement. Ils sont remplacés par des loueurs de Siemens. Et c'est pas pareil. Moi, j'avais une très grande galerie en Arles, une à Albi, une à Paris. Ils s'occupaient de moi. De temps en temps, je passais, on vous a vendu un tableau à Dunkerque, on l'a mis en salle de vente ici. On vous a envoyé à New York, on vous a envoyé là. C'était des galeristes. Ils avaient un cheptel de peintres de qualités différentes qui avaient une promotion. Maintenant, c'est fini. Vous avez quelqu'un à Paris qui a un trou à rat, il met un coup de blanc, bien placé, et vous prend 10 000 francs pour 15 jours. 10 000 euros pour 15 jours. Non, pardon, j'exagère. 1 500 euros pour 15 jours. Vous voyez, donc, il n'y a plus cette espèce de valeur avant, ça a diminué. Voilà où on est le marché de la peinture maintenant. Alors, en conclusion, je ne peux pas trop vous avoir embêté, en conclusion, je trouve que je peins depuis quand même pas mal de temps. J'ai été finaliste avec Buffet et Baboulène en 1952. Et j'avais hurlé d'avoir ce prix, ne sachant rien. J'avais travaillé avec Tony Gardella à Saint-Raphaël, qui m'avait tout appris. Tel pinceau, tel fond, telle chose, le métier. Alors, voyant ça, et que j'avais eu un prix, sur 3000 peintres, j'ai été dans les 3 premiers quand même, à Monte-Carlo. Je suis allé aux Beaux-Arts de Marseille. Je suis resté 10 jours. C'était rien. Rien. Et il me disait simplement, professeur, mais rangez vos crayons et vos pinceaux comme ça. C'est viscéral, on s'exprime comme ça. Alors je leur dis, mais un concertiste, il faut au moins qu'il connaisse le solfège. Ah non, 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 non. Alors, j'aurais même dit la chose suivante, écoutez, moi j'admets très bien ce que vous dites, mais si vous chantez, au lieu de chanter un air normalement, vous poussez des cris nommables en disant aux gens, moi je me sens comme ça, c'est du chant conceptuel, vous allez vous faire assassiner. Alors comment peut-on admettre ce concept ridicule sur la peinture ou sur la sculpture même, alors qu'en chant on n'admet pas?
vous savez, dans le bureau de Jacques Chirac, vous avez la bibliothèque signée Boulle, avec des livres de très haut niveau, grands classiques, de Montesquieu, à Balzac, en passant partout. C'est Debussy, Forêt du Parc. Et contre le mur, qu'est-ce qu'il y a? Un tableau rouge avec un point vert. C'est tout. Donc, il y a une distorsion folle qui se fait à cause des marchands de tableaux. Vous savez, je ne vais pas parler de Picasso, parce que ce serait dégueulasse, ça ne va pas, mais s'il n'avait pas rencontré Kahnweiler en 1934, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Lorsque vous avez M. Buffet, qui, en peinture, il ne savait pas peindre, lui, il était architecte. Alors, il avait une linéarité magnifique. J'ai vu des expositions de lui, toute beauté. Il avait une puissance. Mais c'est Berger qui était derrière. Lorsqu'il s'est fâché avec Berger parce qu'il s'est marié, Berger lui a tout coupé. Et en France, on ne prend plus, il n'y a plus de musée officiel qui prennent du Buffet. Mais il a un musée à New York, au Japon. Vous voyez, c'est pas fier de. Alors, donc, je conclus ceci, n'est-ce pas? Le peintre, il est intemporel. Intemporel. Vous avez le peintre qui a le droit de. Il a le droit de peindre des pâquerettes, il a le droit de peindre n'importe quoi, il a le droit de faire de l'abstraction, il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, malgré tout, il y a une notion de responsabilité, n'est-ce pas? De responsabilité. Vous avez dans les mains, dans l'esprit, une possibilité de communiquer avec des gens qui vous entourent, et je crois qu'il vaut mieux s'en servir pour essayer de leur montrer ce que la vie a de bien, plutôt que de ce qu'elle a de moche. Je vais vous dire une chose, j'ai vu la photographie faite par c'est Manet qui a peint sa femme morte. Ça m'a tellement impressionné, j'arrive pas à m'enlever de la tête cette photo, cette peinture. On peut faire des choses magnifiques, mais il y a une question de responsabilité. Alors, je ne dis pas qu'on ne puisse pas faire autre chose, mais je me rappelle avoir enterré ma mère à Limoges par un jour de pluie. Et devant le caveau, habillés ensemble, il y avait mon père, il y avait un autre, ma soeur, comme des potiches. Je les ai regardés, j'avais un tableau magnifique. Dans le sens de la tristesse profonde. Il y avait des lignes noires, un ciel gris et tout. C'était. Mais non, on ne peut pas le faire. Mon inconscient me le refuse. Alors je terminerai par une phrase qui est la suivante, n'est-ce pas? Le moment créateur, on parle beaucoup de la façon de peindre et tout, mais le moment créateur qui prend ses racines dans les profondeurs insondables de l'inconscient résistera toujours aux assauts de la connaissance humaine. Ce qui veut dire, on peut dire ce que l'on veut, il n'y a qu'une chose qui est valable pour un tableau, c'est si vous vous êtes dégagé de tout ce qu'on vous a appris, et si vous recevez ce qu'on appelle l'artefact, c'est-à-dire le choc en vous, et là on aura gagné. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, vous me les posez, avec grand plaisir. Déclenche la passion. C'était fort captivant. Merci.